Bienvenue sur Bonne Question Podcast, je m'appelle Lorenzo Mancini, je suis architecte et surtout humoriste. Toutes les 2 semaines, j'invite une personnalité ou une personne à parler d'un sujet que j'essaye de comprendre. Alors, bonne écoute. Salut Véronique. Salut. Ça va ? Ouais, merci de m'avoir invité. Et merci à toi d'être venu en vélo, du coup. Ouais, Si, en vélo. Est-ce que tu connais un peu le principe du podcast ? Donc, c'est un invité sur un sujet. Aujourd'hui, on va parler des enfants soldats, qui est un truc qui occupe, un sujet qui occupe beaucoup ta vie. Oui. Alors, je sais, je te l'ai dit juste tout à l'heure, tu es là parce que c'est ton amie Myriam Leroy qui m'a parlé de toi et qui m'a vivement conseillé de t'inviter. Elle m'a dit que tu avais une éloquence incroyable. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. T'inquiète, je te mets l'impression. Oh, Pas j'ai du un peu tout. l'impression. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, tu es la cofondatrice de WAPA, Ouais. qui est une association qui vient en aide aux victimes de guerre. Mais avant de parler de ça, parce qu'on va beaucoup parler de ton travail, est-ce que tu peux nous dire qui tu es dans la vie ? Voilà, c'est vaste comme question. Oui. Je suis fille de Jacques et de Michel. Ah. J'adore les brocolis. Ouais, voilà. Je suis mère de Selma, ma fille adoptive. Je suis amie de Myriam Leroy. Plus sérieusement, je sais pas, j'ai 43 ans, je dirige une ONG et j'aime beaucoup écrire par ailleurs. Tu as fait des études de communication sociale, Ouais. et avant de fonder ton association, tu as bossé pour des ONG. Ouais. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi tu as fait ce choix de fonder cette association et pourquoi pour pour venir en aide aux gens qui ont vécu des drames de guerre ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que moi, j'ai pas fait des études brillantes, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai pas fait des études brillantes, mais c'est que j'avais pas un don de base, quoi. Et je pense que mon don, c'est l'intérêt que je porte aux gens. Et donc, en fait... Qui est un don ? Oui, enfin bon, quand on parle de don... Qui n'est pas valorisé à l'école, mais qui... Ouais, c'est ça, un don artistique ou tu vois, et là je me retrouvais pas trop là-dedans, donc je m'étais dit en fait moi en tout cas ce qui m'intéresse, je sais pas si c'est un don, mais ce qui m'intéresse c'est être au contact des gens et découvrir des profils différents. Donc le monde des ONG, ça a apparu comme une évidence assez rapidement. Et j'ai travaillé dans plusieurs ONG, et notamment chez SOS Village d'enfants pendant de nombreuses années. Et on travaillait sur des problématiques d'enfance vulnérable. Et comme j'ai une partie de ma famille qui est originaire du Congo, la question de la guerre, des violences sexuelles faites aux jeunes filles, la question de l'enrôlement des enfants, c'est des questions qui m'ont beaucoup traversée. Et comme j'avais cette expérience dans une ONG qui traitait des sujets d'enfance vulnérable, mais au sens large, j'avais vraiment envie, avec ma collègue Solveig, de répondre à ce qui nous semblait être un besoin, c'est-à-dire des programmes de réintégration d'enfants soldats spécifiques, quoi. Pas des programmes de réintégration pour des difficultés liées aux enfants en général, mais vraiment être très spécifique sur la question de l'enrôlement des enfants. Et comment on démarre ce genre d'association ? Comment on crée les contacts ? Parce que aujourd'hui c'est en place et ça a l'air de rouler en tout cas. Avec ses difficultés et tout ça, évidemment, mais comment on se lance ? Comment on commence ? Je ne sais pas comment on commence, je sais comment nous, on a commencé avec vraiment rien, si ce n'est de la motivation. On a été soutenus à l'époque par le BIGE parce qu'on était encore jeunes. C'est quoi pour les gens Le Bureau international de la jeunesse qui nous a accompagnés, qui nous a offert notre première mission. C'était en Ouganda à l'époque. Les billets d'avion, etc. Ils nous ont soutenus et on est allé faire ce qu'on appelle chez nous une mission exploratoire pour voir comment on pouvait travailler sur place. On a rencontré pas mal d'associations locales avec lesquelles on aurait pu collaborer. On en a choisi une. On a commencé à travailler avec l'Ouganda et puis on a fait ce même travail au Sri Lanka. Et puis on est arrivé en Colombie, puis au Congo, et maintenant on a la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. Oh, wow. Et en fait, c'est un peu...
c'est un peu une toile d'araignée, quoi. On rencontre une première personne qui met en contact, qui dit moi je fais pas exactement ça, mais en fait ma collègue, mon ami, mon cousin, mon frère, et donc voilà, on se déplace, on va rencontrer les gens et on voit ce qu'on peut faire avec eux de manière la plus efficace et voilà. Et pragmatiquement, comment on se rémunère pour ce genre de choses surtout au début où bon, il faut trouver des choses parce qu'on trouve des financements, on trouve des aides, mais comment on fait au début pour... Au début, on se rémunère pas. Ok. Et donc, tu faisais ça en parallèle d'un autre boulot? Ouais, je faisais un 3 quarts-temps ailleurs et un quart-temps, c'était ça. Ma collègue, elle faisait mi-temps, mi-temps. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à bien travailler, donc on a obtenu des subsides à l'emploi pour 2 mi-temps. Et voilà, on a commencé à se payer comme ça. Les subsides ont augmenté de fil en aiguille. Et puis, on a aussi créé des événements pour faire vivre la structure et les programmes. On a créé notamment la WAPA Football League. On va en parler après. Ah ouais, voilà. Voilà, on a créé des événements, des récoltes de fonds qui ont permis à la fois de payer les programmes, hein, c'est ce qui est le plus important pour nous, mais aussi de payer des frais de structure non couverts par des subsides, quoi. Donc c'est une association, donc ça veut dire War Affected Association People, association qui vient en aide aux victimes de guerre. On va parler beaucoup des enfants soldats, mais j'ai cru comprendre que ça venait en aide à d'autres types de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de personnes et comment vous les aidez? En fait, initialement, on s'appelle WAPA, donc War Affected People Association, parce qu'on voulait réintégrer des enfants soldats, mais on avait cette préoccupation qu'ils soient réintégrés dans des communautés qui tenaient quand même la route, quoi. C'est-à-dire que réintégrer un enfant soldat dans une famille dysfonctionnelle ou trop pauvre que pour l'accueillir, ça ne nous semblait pas à l'époque pertinent. Et donc, on voulait un peu s'intéresser à tous les profils d'enfants ou d'adultes qui avaient souffert de la guerre afin de réintégrer les enfants soldats dans un milieu le plus sain possible. Mais on s'est vite retrouvé à faire un peu de tout. Des écoles, des maternités, voilà, on avançait au gré des besoins des communautés dans lesquelles on était, ce qui était bien, mais en fait... Ça veut dire quoi? Mettre en place? Mettre en place, oui, financer ou gérer la construction d'une école. Et on n'arrivait pas à se définir on n'arrivait pas à définir notre identité, donc on s'est vraiment resserré sur la question des enfants soldats. Et maintenant, on travaille vraiment uniquement sur leur réintégration. Mais c'est vrai qu'au tout début, on s'intéressait aussi aux enfants déplacés de guerre, aux veuves de guerre, aux orphelins. Enfin voilà, on avait une vision beaucoup plus large et on s'est vraiment recentré sur cette question des enfants soldats parce que c'est là qu'on avait, à mon avis, le plus de pertinence. Il y a plein d'autres ONG qui font toutes ces autres... qui mettent en place des programmes comme ceux qu'on faisait. J'ai vu qu'il y avait, donc pour parler du sujet des enfants soldats, tu disais qu'il y avait entre 300 et 350 000 enfants soldats. Est-ce que tu sais nous dire à partir de quand on définit un enfant comme enfant soldat? C'est quoi le critère? Il y a une définition claire de l'UNICEF. C'est tout enfant de moins de 18 ans qui a été utilisé ou associé à une force ou un groupe armé. Alors, on a souvent tendance à imaginer l'enfant soldat comme un enfant africain vers 9 ans. Enfin, je ne sais pas pourquoi on l'imagine. Dans les alentour films. de 9 ans. Oui. Voilà. Avec une arme. Et en fait, la définition, elle est quand même bien plus large que ça, puisque c'est associé ou utilisé. Donc, en ce compris, je sais pas, un enfant utilisé comme aide ménagère au camp, comme malheureusement les violences sexuelles, ce qu'on appelle les épouses de commandants. Voilà, il y a des espions, des sentinelles, il y a des enfants qui sont là dans certaines cultures. Des enfants très jeunes ont des pouvoirs symboliques de guérison. Et donc, ils sont aussi utilisés comme, on va dire, infirmiers. C'est pas ce que nous, on imagine comme infirmiers, mais ils vont administrer des antidotes, des choses qui protègent les combattants des balles, etc. Donc, en fait, oui, Donc, c'est des garçons, c'est des filles aussi dans le... Oui, les filles représentent 30% des effectifs.
Parce que c'est vrai que dans notre imaginaire, c'est un garçon de 9 ans qui a une arme en main. Ouais, c'est beaucoup plus large que ça et c'est important parce qu'il y a des enfants qui... En fait, tant qu'on restait coincé sur cette image de l'enfant africain avec une arme dans la main, on n'aidait pas tous les autres, en fait, puisqu'ils ne rentraient pas dans cette définition. Et la définition n'existe pas pour juste être une définition, c'est parce qu'une fois qu'on est défini comme un enfant soldat, normalement, on a droit à être réintégré de manière durable et soutenu dans son processus de réintégration. C'est pour ça que c'était important que la définition soit très précise sur quels sont les rôles qu'un enfant peut jouer au sein d'un groupe armé. On a tendance à dire aux groupes armés qu'on rencontre, même nous et votre lacet, en fait, s'il vous est associé, c'est un enfant soldat, quoi. Je ne sais pas si toi, tu es au contact de ces enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils réagissent quand on leur dit ben voilà, maintenant c'est fini, vous êtes plus obligés de faire tout ce qu'on vous a demandé de faire et après qu'est-ce qu'on fait, comment on les prend en charge, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils réagissent? En fait, ils réagissent, chaque enfant a vraiment une histoire particulière et une façon de réagir particulière. Il y a des enfants qui sont soulagés d'être sortis des forces et groupes armés, accueillis dans des centres, etc. Mais il y a des enfants qui veulent pas, pour des tas de raisons, hein, parce que, je sais pas moi, il y a des enfants qui ont rejoint un groupe armé parce qu'ils voulaient venger un père, une mère, etc., et qui veulent pas qu'on les sorte du groupe armé tant qu'ils estiment qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a des enfants qui sont extrêmement traumatisés, il y en a qui ne le sont pas vraiment, et puis il y en a qui sont restés dans les groupes armés 3 semaines, il y en a qui sont restés 6 ans. Donc ils ont en effet des histoires extrêmement différentes. Des filles, la plupart des filles ont subi des violences sexuelles, donc c'est aussi une autre manière d'aborder la réintégration. Donc les enfants sont tellement différents les uns des autres que je ne peux pas tisser un profil... je peux même pas faire une caricature. Il n'y a pas de profil type, quoi. Non. Mais du coup, c'est d'autant plus compliqué de mettre des solutions en place, vu que chaque histoire est différente. Oui. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on a décidé de créer nos programmes. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de programme de réintégration type. Il doit s'adapter à l'enfant, au profil de l'enfant, à ses envies, à ses besoins, à ses particularités, à son genre, à la zone, à sa culture, à la zone dans laquelle il a grandi, l'état de la situation sécuritaire de sa famille. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour en faire une réintégration réussie. Et évidemment, c'est un processus humain. Donc, on peut clairement pas dire que c'est 100% de réussite. Et donc, pour ce qui est de la réintégration, il s'agit de quoi? Il s'agit de d'abord sortir les enfants des groupes armés. Et donc ça, c'est tout un travail de négociation avec les commandants. C'est mes collègues qui s'en chargent, qui sont très formés à ça. Ils vont rencontrer les commandants de guerre, ils négocient la sortie des enfants et puis on les récupère. Et c'est dangereux de faire ça ou c'est encore assez cadré Oui, c'est assez cadré. Ça se passe dans des zones neutres. Je crois que... je ne vais pas dire que c'est sans risque. Oui. Ce serait ridicule de dire que c'est sans risque. Mais c'est vrai que le risque est mesuré, en tout cas. Ils rencontrent le groupe armé. Ils ne sont pas des forces militaires. Ils ne sont pas des opposants. Ce n'est pas un groupe ennemi. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait du danger pour eux, mais bref, on ne sait jamais. Ils arrivent avec des arguments quand même qu'on sait difficilement contrer. Et une fois que les enfants sont libérés, on les emmène dans des centres qu'on appelle des centres de transit ou d'orientation. Attends, juste avant, les négociations, c'est quoi? C'est financier? Non, ça c'est interdit. Okay. Avant, ça se faisait, mais depuis quelques années, c'est complètement interdit. Parce que c'est considéré comme du financement de groupes terroristes. Oui, c'est ça. Donc, et puis aussi, ça pousserait à faire un business de... Ah oui, complètement. Ouais. Donc ça, maintenant, c'est interdit. À un moment, il y avait comme possibilité de négociation de se dire que s'ils rendaient les enfants, les commandants pouvaient rentrer dans l'armée régulière. Okay. Ça, c'est devenu interdit aussi. Donc, il s'agit vraiment d'expliquer la situation. Il s'agit de vos enfants. C'est eux les têtes pensantes de demain, c'est eux qui vont devenir les citoyens de demain. Du raisonnement, quoi. Oui, c'est du raisonnement. Et ça fonctionne?
Oui, doit fonctionner. ça fonctionne. Ça fonctionne pas toujours et je vais pas dire que ça fonctionne à très long terme. C'est-à-dire que parfois, ils libèrent des enfants pour en récupérer d'autres 6 mois plus tard, quoi. Mais quand même, ça fonctionne. Et donc, on récupère ces enfants, on les place dans des centres de transit et d'orientation, soit dans des familles d'accueil transitoire. Et là, ils reçoivent toute une série de soins, que ce soit des soins médicaux ou psychologiques, voire psychiatriques, pour ceux qui en ont besoin. Une tentative de rescolarisation. Et puis après, là, ils ont le choix entre faire une formation professionnelle, retourner à l'école ou développer un petit business. Ça dépend des âges. Mais ça donc, dépend vous les des besoins. accompagnez sur le long terme, quoi. Oui, ça c'est l'objectif. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des très grands chiffres, c'est qu'on essaye que ce soit le plus sur mesure possible. C'est quoi le chiffre en termes d'enfants je sais pas, est-ce qu'il y a un nombre d'enfants par an? Est-ce qu'il y a... Libérés et accueillis dans les centres, il y a plus ou moins 1000 enfants par an. Donc ça, c'est beaucoup. Mais accompagnés vraiment dans la scolarisation, etc., on fait 300 jeunes, plus ou moins. Ok. Ce qui est déjà... 300 jeunes au Congo et plus ou moins 150 en Colombie. Ok, ouais, donc ce qui est déjà pas mal. Oui. Et puis, bon, de toute façon, on sait qu'on est un grain de sable, hein, mais on préfère faire des petits nombres que de se dire, ah, bah, c'est bien, on a réintégré 2000, 3000 enfants, et en fait, c'est pas durable. Donc, oui, c'est notre façon de fonctionner qui n'est pas toujours audible pour les bailleurs de fonds, mais en tout cas, c'est notre... C'est qui les bailleurs de fonds? Nous, on est soutenus par l'État fédéral. Oui, c'est ça, ceux qui vous financent, en gros. Oui. Et puis des fondations, des donateurs privés. Mais donc, ça veut dire que vous accompagnez ces enfants du coup, de la sortie des groupes armés jusqu'à potentiellement ouvrir un business, leur vie professionnelle et leur vie d'adulte, quoi. Oui. En fait, ça s'arrête quand ils sont retournés dans leur village, ville d'origine, dans leur famille, si possible, si c'est envisageable, et qu'ils ont développé un business ou une activité professionnelle ou un retour à l'école qui est durable. Et on les suit encore très activement pendant 6 mois, et puis on prend des nouvelles d'eux une fois par an pour vérifier que tout va bien pendant 2-3 ans. Et comment ça se passe si ça se passe pas bien? Est-ce qu'à un moment vous dites on doit abandonner parce qu'on ne sait plus rien faire, ou comment on met un terme au... Ça dépend ce qui se passe pas bien. Là où on ne sait pas faire grand-chose, c'est s'ils retournent dans les groupes armés. D'eux-mêmes, ou qui sont réenrôlés. Alors, on doit repasser par tout le processus que j'ai expliqué. Et sinon, s'ils ont des difficultés dans le business, on essaye justement de les aider, soit de les réorienter, soit de les accompagner pour améliorer la situation. On essaye de ne pas les isoler, donc on les place, ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais en unité de production. Et donc, ils ne sont jamais seuls. Je ne sais pas, moi, s'ils ont envie de démarrer un atelier de menuiserie, ils ont 2-3 ex-enfants soldats avec eux qui démarrent l'activité au même moment, quoi, pour se renforcer. C'est créer des communautés pour ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des familles qui ne veulent pas récupérer leurs enfants? Oui. Et c'est quoi les raisons? Alors, on a le cas régulièrement avec les jeunes filles, parce que des jeunes filles violées ou enceintes ou ayant des bébés de rebelles ou de terroristes ou de... Bon, c'est pas facilement... Les familles n'acceptent pas volontiers de les récupérer. Il y a une question d'enfants supplémentaires à gérer, mais il y a aussi une question de déshonneur, souvent. Donc, on doit travailler cette question-là avec les familles. Et puis... il y a des familles qui ne veulent pas récupérer leurs enfants parce qu'elles ont peur de leurs enfants. Ça arrive aussi. Elles ne savent pas ce qu'ils ont fait dans les groupes armés. Ils ont peut-être tué, ils ont peut-être volé, ils ont peut-être pillé. Enfin, voilà. Donc, potentiellement, ça peut faire peur. Et puis, parfois, ce n'est pas les familles, mais c'est les voisins, quoi. Les familles sont contentes de récupérer les enfants, mais les voisins... C'est eux qui ont peur, ou c'est eux qui n'ont pas envie de... Ouais.
Donc, on essaie de travailler avec justement les communautés au retour de l'enfant pour préparer les familles et les communautés à ce retour. Mais ouais, il arrive que... Et puis il arrive parfois qu'on ne retrouve pas les parents. Ils sont morts, ils se sont déplacés, ou ils sont dans une situation encore, dans une zone trop insécurisée. Et donc, voilà, on ne peut pas replacer les enfants chez eux. Et donc là, c'est quoi? C'est des familles d'accueil? C'est des communautés? C'est des familles d'accueil si les enfants sont très jeunes. Et c'est ce qu'on appelle des foyers de jeunes autonomes s'ils ont 16-17 ans. Et donc là, ils vivent en communauté, un peu ce qui ressemblerait à des cotes ici, mais avec quand même une supervision. Et ça, c'est vous qui mettez en place? Ou c'est des structures qui existaient déjà là-bas que vous avez... Non, c'est des structures qui ont été mises en place par notre partenaire local et qu'on soutient. Ok. Vous êtes combien pour gérer tout ça? Ça dépend de qui en parle, parce que si on parle de WAPA, on est 7 employés, et puis des stagiaires et des bénévoles. Mais on travaille jamais seul, donc on a des partenaires sur le terrain. On n'a pas d'expatriés, mais on a des partenaires sur le terrain avec qui on travaille en fait comme des collègues. L'équipe congolaise, c'est 17 personnes. C'est une petite dizaine de personnes pour l'équipe colombienne. Et pour l'instant, c'est une personne à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, mais on a bien envie d'agrandir l'équipe. Et comment vous choisissez les pays dans lesquels vous intervenez, ou les guerres on a à cœur de pas stigmatiser l'Afrique. On sait que l'Afrique est super touchée par cette problématique, mais on veut quand même montrer que c'est un problème qui est vraiment mondial et que, en fait, à part l'Amérique du Nord et l'Australie, tous les continents sont touchés. Donc voilà. En Europe aussi? Oui. D'ailleurs, on aimerait beaucoup travailler avec l'Ukraine. On sait qu'il y a des problèmes d'utilisation d'enfants dans les groupes armés en Ukraine. Oui, ça touche en fait tous les continents, et donc on a à cœur d'être présente dans tous les continents. Et puis, comment on les choisit? Des pays dans des contextes de guerre souvent, ou sortie de guerre. Donc c'est ce qu'on appelle post-conflit ou en transition vers la paix. Et puis un recrutement massif d'enfants soldats. Donc les Nations Unies sortent chaque année un rapport avec le nombre de recrutements ou de violences à l'égard des enfants. Et il y a vraiment des points d'attention. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on est allé au Myanmar. C'est les Nations Unies qui, dans leur rapport, pointent le Myanmar comme une zone vraiment très problématique, malgré qu'on n'en parle pas dans les médias. Et là, on se dit, en fait, en plus, il n'y a personne qui fait ce travail avec les enfants soldats. Donc, c'est là qu'on doit être. Mais donc, vous intervenez toujours post-guerre? Ou est-ce qu'il y a aussi de la prévention je sais pas comment, de défendre ou d'essayer d'empêcher l'enrôlement de nouveaux enfants? Il y a toujours de la prévention. Ça fait toujours partie de nos programmes, où que ce soit. Mais voilà, c'est quelques activités. On essaie de vraiment se focaliser sur la réintégration. Et on travaillait en fait avec l'Ouganda et le Sri Lanka, vraiment des pays post-conflit. Et puis, au fur et à mesure, on est arrivé en Colombie, et là, ils venaient de signer un accord de paix avec les FARC en Colombie. Et malheureusement, donc on était vraiment en transition vers la paix, mais malheureusement, le conflit se réenflamme en Colombie. Et en Congo, un peu flou. On ne sait pas très bien comment définir la situation, parce que ça n'a jamais été hors conflit, mais voilà, c'était pas la guerre, quoi. Là, on est complètement en conflit dans cette zone. Donc, voilà. C'est pas ça qui définit notre intervention. Après, c'est vrai que si c'est trop problématique, on sait, je sais pas, au Niger, Nigeria, etc., on sait qu'on sait pas mettre les pieds là où on devrait soutenir les enfants, et donc ça n'a pas d'intérêt, quoi. Tout ce que tu racontes, je me demande, mais à quoi ressemblent tes journées en tant que cofondatrice de la WAPA? Est-ce que tu es souvent à l'étranger? Est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que c'est très administratif? C'est très tout. Est-ce que tu dors? Tout. Oui, je dors. Pas beaucoup, mais je dors.
C'est très tout, en fait. Je sais pas très bien définir. Oui, je voyage quand même pas mal parce que je vais plusieurs fois au Congo par an, en Colombie, en Thaïlande. Ouais, je voyage quand même pas mal. Et puis, c'est très administratif parce que moi, je m'occupe de la récolte de fonds publics. Donc, je vais chercher l'argent auprès des fondations, auprès des communes, auprès des régions, auprès des provinces, auprès du fédéral. Donc, c'est quand même pas mal de dossiers, de rapports, etc. Et puis, en fait, je suis en contact tous les jours, quasi, avec mes collègues congolais ou Mais donc, c'est vraiment administratif sur le terrain. En fait, tu fais un peu de tout, quoi. Je fais un peu de tout, oui. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Hein. J'aimerais pas ne faire qu'une seule chose, quoi. Et tout le monde fait tout, du coup, dans votre structure de 7, là, que vous avez ici Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus, je sais pas, plus administratifs, plus... Oui, mais on a une directrice financière et administrative et on a des bénévoles qui s'occupent de tout ce qui est administratif. Ok. Mais c'est vrai qu'on essaye tous, de rapporter de l'argent à la structure d'une manière ou d'une autre, que ce soit via des subsides, des subventions ou de la récolte de fonds privés ou de l'organisation d'événements. Et on essaye toutes de prendre en charge, plus ou moins. Je dis toutes parce que pour l'instant, je sais pas pourquoi, on n'est que des femmes. Je crois qu'il y a une raison, bah. Oui. Tu veux en parler ou pas? Oui. Enfin, si tu veux. C'est intéressant, moi, je trouve. Je crois que la question du salaire. Ah, tu crois que c'est ça? En partie. Ouais, je pense. Grosso modo. Puis les gens du Caire, c'est toujours des femmes. Et tu crois que les femmes ont plus tendance à accepter un salaire pas incroyable? Ouais. C'est ça qu'on est en train de dire? Oui, c'est ça qu'on est en train de dire. Ouais. C'est possible. Oui, je pense. C'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'on n'a jamais fermé la porte aux hommes, mais dès qu'ils entendent le salaire, ils partent en courant, quoi. Et je comprends, hein, parce que le salaire, il est misérable. Mais en effet, du coup, on n'est que des femmes. Ce que je regrette un peu, parce que je trouverais... Enfin, j'aime bien travailler avec des femmes, hein, c'est pas du tout la question, mais c'est vrai que ce serait bien un peu plus de mixité. Plus d'équilibre. Ouais. Psychologiquement, toi, est-ce que c'est pas trop dur d'être baigné quand même dans un sujet très grave tout le temps? Eh bien, c'est la seule question à laquelle j'ai réfléchi en venant et à laquelle je me suis dit, c'est déjà pas très gai, c'est vrai, c'est vraiment un sujet pénible, surtout, la question de l'enrôlement est déjà assez pénible, mais la question des violences sexuelles, pour moi, elle est vraiment compliquée à gérer. Mais en fait, je crois que pour l'instant, ce qui est dur, c'est la manière dont on est traité par notre gouvernement. Et les coupes budgétaires. Parce qu'en fait, on a l'impression de faire un travail quand même utile, quoi, un peu tourné vers l'autre. Et en fait, comme tout travail tourné vers l'autre, les subsides deviennent vraiment merdiques et les conditions de travail deviennent merdiques. Et je pense qu'on aurait plus d'énergie à faire ce qu'on a envie de faire si on se sentait un peu plus reconnu et valorisé. Ouais. Et je pense que c'est pareil que pour les infirmières, pour les gardes d'enfants, pour... Comme tu dis, les métiers qui sont tournés vers les autres. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, pour l'instant, c'est ça qui me bouffe. Mais c'est pas rentable, hein. C'est ça le problème du gouvernement, c'est qu'ils voient ça comme... Je sais pas, je suis pas sûre que c'est pas rentable. T'as raison, c'est vrai, les hôpitaux... Je pense que c'est rentable, en fait. Et même la coopération au développement... Et là, je veux dire que ce serait une bonne réponse aux racistes, par exemple, qui ne supportent pas l'immigration, de se dire, attendez, on gère les problèmes chez eux. C'est vrai. Donc, c'est peut-être une bonne manière de ne pas les voir arriver si vous ne voulez pas les voir arriver. C'est ça votre propagande? Non, parce que c'est moche et je n'y crois pas, mais moi, je ne suis pas sûre que ce soit pas rentable. Mais c'est juste que c'est pas... directement, tu ne vois pas les chiffres. Non. C'est comme l'éducation, investir dans l'éducation, avant de voir les résultats, il faut attendre 10 ans ou 15 ans. Ouais. Donc, pour un gouvernement qui est censé, qui veut prouver qu'il fait quelque chose, ça les intéresse pas. C'est le problème des gouvernements où tu as 4-5 ans pour prouver que tu as fait quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un vrai problème. Oui. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Du coup, tout ce problème. qui est à long terme... Ouais.
Mais donc, c'est plus ça qui est dur psychologiquement que de côtoyer le sujet qui est déjà complexe de base. Bah, le sujet, Voir il la est misère, vraiment voir- très difficile, vraiment, et je crois qu'il y a des fois où, honnêtement, revenant d'un voyage au Congo ou en Ouganda, je me souviens, parce que c'était le début, je crois que mon cerveau a fait un peu de dissociation parce que franchement, on entend des histoires vraiment très très compliquées, des gens qui traversent des choses qu'on pourrait même pas imaginer, et on n'a pas envie d'imaginer. Euh, mais le fait d'être dans l'action, ça aide à faire passer la pilule, quoi. De se dire, bon, ben, ce qu'on fait, c'est au moins un pas dans le bon sens, quoi. C'est pas qu'on rétablit les Non, forces, bien sûr. mais on fait au moins un C'est pas dans utile le... pour au moins toutes ces Ouais. personnes que tu Ouais. côtoies, quoi. J'ai, je me souviens, un ami Dan qui me disait ça souvent, si on faisait tous un pas dans la bonne direction, enfin, même si on fait pas grand-chose, Ça ferait quoi, beaucoup de pas. ça ferait beaucoup de... Ouais, ça ferait... Et voilà, donc ça m'aide. Mais ouais, pour l'instant, j'ai l'impression d'être un peu submergée par cette bataille plutôt politique et budgétaire et financière que je trouve un peu T'as ingrate. l'impression d'avoir un frein en plus, Ouais. alors que c'est déjà compliqué. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais des trucs à côté du boulot pour te remonter le moral des fois Elle ressemble à quoi ta vie en dehors du boulot? Bah, je m'occupe beaucoup de ma fille, qui demande beaucoup de Qui a temps. quel âge? Elle va avoir 10 ans. Et puis, qu'est-ce que je fais? Bah, j'écris. Et je me suis demandé pourquoi j'aimais bien écrire, puisque ça n'a pas grand succès ce que j'écris, mais je me suis demandé pourquoi j'aimais bien écrire. Et en fait, je crois que c'est parce que ça me permet de donner ma vision des choses et ma narration. T'écris sur ce sujet-là ou t'écris sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir? Bah, je me rends compte que c'est quand même des sujets sociétaux, quoi. J'écris pas... J'adorerais écrire, en fait, quelque chose de... J'adorerais écrire de l'humour. J'adorerais écrire quelque chose qui fait rire, mais j'en suis incapable. Tu veux dire techniquement, t'y arrives pas ou... Oui, Que tu puis pourrais essayer de j'écris faire des rire. blagues, et puis j'ai l'impression que c'est poussif, quoi. Ah ben c'est dur, hein. C'est Écrire des dur, blagues, moi, même je sais les pas gens qui écrivent tous les jours, c'est dur, hein. Ouais, mais je sais pas comment... Bah, il faut juste continuer, quoi. Ah ouais. Enfin, en fait, si tu veux, je dis ça pour te rassurer, c'est que même les spectacles d'humoristes que tu vois, t'as l'impression que c'est simple, mais des fois, moi, j'écris une blague en 5 heures, quoi. Ah non, mais je me rends bien compte que Donc ça tu n'a peux rien continuer. de simple. Ça n'a rien de simple. Non, mais c'est pas pour dire que c'est compliqué, c'est pour dire que c'est compliqué même pour les gens qui font ça tout le temps, quoi. Oui, 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 je n'en doute pas, mais je voulais écrire une comédie en fait, j'ai ri 3 fois et puis après, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde! Qu'est-ce qu'on s'emmerde! Qu'est-ce que je vais encore écrire là-dessus, quoi? Alors que je trouve que les drames, en fait, on a de la matière. Mais après, c'est intéressant d'écrire de la comédie sur ce qui est Sur des dramatique. drames, ouais. 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 Mais J'ai je vu que tu passe faisais ça. quoi, des BD, Ouais, courts-métrages, tout ça. ouais. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour dire parce que ouais, c'est un peu difficile hein, de percer dans ce Bah, en monde. fait, la limite, c'est toujours. C'est pas dire que c'est nul, c'est juste que la limite entre être artiste et écrire, c'est juste être connu, quoi. Mais Ouais. ça dépend pas toujours de toi, ça dépend pas toujours de ton talent, ça dépend de tellement de choses, quoi. Bah ouais. C'est un objectif ou pas du tout? Bah en fait, tu te dis jamais au début c'est un objectif, quoi. Au début, t'écris pour toi et puis après tu te dis ah bah finalement ça tient quand même la route. Lisez-le. Lisez-le quand même, ouais. Puis je sais pas, tu rencontres une maison d'édition qui dit ah oui bah nous ça marche pas trop, pour nous ça marche pas trop, mais franchement c'est bien donc tu t'es à la 14e maison d'édition qui t'a dit ça et puis t'es là. Bon finalement je sais plus trop C'est bien. si ça a de l'intérêt. Si ça a de l'intérêt. Ouais. Je crois que tu pousses chaque fois ton ambition un peu plus loin, quoi. Oui, et puis plus t'avances, plus t'as envie Ouais. aussi d'en vivre, à un certain moment. Ouais. Mais Ouais, non. alors, si tu veux trouver un métier qui te fait vivre plus facile, change directement. Non, mais Parce que c'est compliqué, je crois, même pour les gens qui réussissent. je- Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta plus grande victoire avec cette association pour toi? C'est quoi ce qui te rend le plus fier? bah, il y a
plusieurs choses. C'est difficile. Tu peux en dire plusieurs. Hein. Il y a plusieurs choses à des niveaux très différents, quoi. L'autre jour, j'ai reçu les photos de mariage de Judith, qui est une ex-enfant soldate colombienne, qui, voilà, elle a eu un parcours super. Voilà, une jeune fille qui pourtant a traversé un truc bien, bien trash, quoi. Et qui est devenue expert comptable à Medellín, et qui vient de se marier avec un jeune qu'elle a rencontré dans un centre de réintégration. Qui est aussi un enfant soldat. Ouais. Et je sais pas, c'est pas une fierté, mais en tout cas, c'est un moment d'émotion, quoi. Je vais pas dire c'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi qui ai fait, mais c'est elle. Mais un petit pas, c'est en fait, ça m'émeut, quoi. Je trouve ça super, non seulement sa résilience, mais de pouvoir se dire que le programme, il mène quand même aussi à ça, à ce que des jeunes soient assez bien dans leur pompe que pour imaginer l'avenir. Et ça, je trouve ça cool. Donc évidemment, il y a plein d'histoires de jeunes dont je suis fière, parce que je les trouve incroyables, quoi. Pourtant, il y a des gamins qu'on récupère dans des états pas possibles. Et de savoir qui rentre dans leur famille, ça, je trouve ça quand même assez cool. En fait, je suis contente quand même d'avoir créé une structure qui tient la route depuis 12 ans. Qui a passé qui est passé par pas mal d'étapes différentes. Et c'est vrai que quand on a créé WAPA, il y avait personne qui avait trop parié 1 euro sur notre réussite, quoi. On nous décourageait pas mal, on disait... Quand on dit on, c'est quoi? C'est tes proches? C'est les administrations? Vous voyez un peu tout le monde, nos anciennes collègues d'autres ONG qui nous disaient « Ah, mais pourquoi vous vous lancez là-dedans? Ça va être compliqué, vous n'avez pas les contacts... Vous n'aurez pas la déduction fiscale, vous n'allez pas avoir d'aide à l'emploi, vous ne serez pas une ONG reconnue par l'État, vous n'aurez jamais... » Enfin, voilà. À chaque étape, on nous a dit ça c'est la limite, ouais. Quoi. Et ça, je suis assez fière qu'on soit passé par toutes ces étapes. Et que, voilà, mine de rien, ça donne un travail assez inspirant à cette personne, quoi. Donc, qui ont l'air heureuses de travailler avec nous. Donc, ça, c'est cool. Et que j'adore. Et qui sont des filles incroyables. Et puis, on crée des chouettes événements, je trouve. Quelle magnifique transition. J'allais dire justement, voilà, les actions sur place, mais aussi vous mettez beaucoup de choses en place ici en Belgique. Notamment, moi je connais le tournoi de foot vu qu'on y joue chaque année avec les humoristes. Ouais, on est une équipe d'humoristes et on y participe. Bon, on est nuls, mais... Ouais, ils sont bons. Hein. Je sais pas pourquoi les gens sont si bons tout d'un coup. Qui ça? Je sais pas. Là-bas, les gens qui viennent, ça dépend vraiment. Ah ouais. Ça dépend vraiment des équipes. Bon. Mais en tout cas, ça... Moi, je suis nulle en foot, donc j'ai l'impression que c'est bon. Est-ce que... comment ça vous arrive? Enfin, comment vous mettez en place des événements? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi du paddle, qu'il y avait des événements avec des concerts, des spectacles. En fait, c'est au gré des envies et c'est des concours de circonstances. La WAPA Football League, c'était ma collègue Marie qui jouait au foot dans une équipe de foot féminine et qui était un peu en fait frustrée de ne pas pouvoir jouer au foot à la trêve estivale, qui se disait « Mais en fait, c'est con, il fait beau, c'est à ce moment-là qu'on a envie de boire des verres avec des copains, de jouer au foot. C'est un peu dommage que ça s'arrête à ce moment-là. » Et qui a commencé avec, je sais pas, 8 équipes à XL. Et puis, je sais pas pourquoi ce truc a pris et je sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes vraiment partout, là. il y a des tournois partout. Ce truc, il est dans 13 clubs, je pense, maintenant. Cette année, il y avait quand même 2100 joueurs. Enfin, c'était énorme. Ça répond à un besoin que je ne comprends pas, personnellement, parce que je ne joue pas. T'as jamais joué? Non, mais je crois qu'il vaut mieux pas trop que je joue. Oui, j'ai déjà un peu joué, mais franchement, je pète plus de chevilles et les miennes également que je ne tape dans un ballon. Donc, je suis vraiment un danger public au niveau du foot. Donc, voilà, je vais arrêter. Donc, il y a ça, il y a des tournois de paddle, il y a des
Il y a des événements plus culturels, entre guillemets. Ouais, il y a eu pas mal de concerts, ça c'était chouette. Et il y avait des artistes qui, entre-temps, se sont fait un nom, comme Colt, par exemple, qui était venu chanter. Le duo. Oui, le duo. Ouais, je les vois beaucoup sur les réseaux pour Ouais. l'instant. Ouais. Ils sortent leur premier album. Juicy aussi, j'ai vu. Oui, Juicy, ouais, mais vraiment au début de leur carrière, quoi. Quand elle faisait encore des reprises R&B, ouais. J'ai fait un anniversaire avec elle. Ouais. Quand elle faisait tout début, ouais, c'est comme ça que je les super. connais. Ouais, elles sont super. Ouais, il y avait, on a découvert pas mal d'artistes comme ça. Donc en fait, vous êtes talent Non. recruteur. Non, c'est des gens qui ont déjà beaucoup de talent, mais ils sont au tout début. C'est pour ça aussi qu'ils acceptent, hein, je pense. Ils sont au tout début de leur carrière. Bah oui, non, après, pour la bonne cause, tu peux aussi... c'est vrai. Tu peux aussi non, mais tous ont été super chouettes, mais vraiment. Et moi, c'est plutôt le côté artistique qui m'intéresse. Et puis là, par exemple, c'est la ferme Bertinchamp qui nous a contactés, qui a dit on aime bien ce que vous faites, on aimerait bien vous mettre notre ferme à disposition et faites un événement. Et donc, on fait un running. Et c'est quand ? Le 7 septembre. Je sais pas s'il sera sorti. Mais s'il est sorti, allez-y. Ouais, voilà, allez-y. 7 septembre, ferme Bertinchamp, inscription sur Wapa. Bah après, tu pourras dire tous tes liens. Il y a aussi des trucs, j'ai vu que vous alliez dans les écoles. Oui. Ça consiste en quoi ? Vous expliquez aux enfants, en gros Oui, on a des outils pédagogiques pour les 5e et 6e primaires et pour les 5e, 6e, 7e secondaires, professionnels, etc. Oui, on essaye d'amener la problématique des enfants soldats dans les écoles. Ça ressemble à quoi, du coup ? C'est des ateliers, en fait, où on essaye avec les jeunes de... Oui, c'est ça. De se tirer les uns sur les autres, à tous alignés sur un mur. Non, on essaye de les sensibiliser, de faire émerger la définition des enfants soldats avec des textes, des photos, des articles de journaux, etc. C'est assez ludique, quoi. Et surtout, on essaye de les mettre en action, c'est-à-dire qu'ils fassent un stand à la fête de l'école pour expliquer ce qu'ils ont appris, ou faire une marche parrainée, ou voilà, pas seulement qu'ils ingurgitent une espèce de matière théorique, mais aussi qu'ils soient un peu dans l'action. Cool. Et ça, c'est super gai. Moi, j'adore faire ça. Et il y a vraiment toujours des discussions passionnantes. Avec les primaires, on est beaucoup dans l'émotionnel, c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même important de parler des émotions que provoque la violence, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Enfin, je trouve que les jeunes enfants sont quand même approchés par beaucoup de violence dans les médias, etc. Mais je ne sais pas s'il y a toujours beaucoup d'espace pour en parler. Et là, c'est un espace pour parler en fait de la guerre et de la violence contre les enfants de manière assez générale. Et puis c'est de leur âge, en fait, aussi. Complètement. On ne se rend pas compte, mais c'est les enfants de leur âge qui sont... Ouais, il y a beaucoup d'identification. On ne fait pas pour les plus jeunes parce que ce serait trop violent. Mais 5e et 6e primaire, on peut déjà commencer à aborder certaines notions. Et vraiment, avec les secondaires, on va plus en profondeur. Et c'est vraiment super intéressant. Et ça, c'est aussi vous 7 qui allez dans les... Oui, je pense que tout le monde en fait un peu parce que c'est Lara, ma collègue, qui est en charge de la sensibilisation dans les écoles. Mais c'est mieux d'être à 2 pour gérer les groupes. Donc, en fait, tout le monde y passe. Et c'est pas mal parce que, comme on a tous des programmes dans des pays différents, on peut apporter de la matière et pas seulement des choses très théoriques, mais des exemples, des rencontres, des anecdotes. Et ça, c'est quand même intéressant. À fond. Je pense qu'il faut aussi illustrer pour qu'ils comprennent. Il faut beaucoup illustrer. Même moi, même pour moi, il faut illustrer pour que je comprenne quelque chose. Ouais. Il y a d'autres types d'actions que vous faites ici, à part celles qu'on a déjà évoquées ? Oui, on essaie toujours de mettre en place des événements de sensibilisation, mais plus grand public. Cette année, on avait mis une statue d'enfant soldat face au Mannequin Peace. Et le Mannequin Peace tenait un tableau, une pancarte qui disait « Aujourd'hui, c'est pas moi qu'il faut regarder en face ». Et donc, il y avait cette sculpture
de cet enfant. Et donc, c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de touristes, il y a toujours beaucoup de passages au Man Open Peace, donc ça créait aussi pas mal de discussions. C'était relayé dans la presse, donc c'était quand même une belle action. Voilà, c'est le genre de choses qu'on essaye de mettre en place aussi pour parler de la problématique, pour faire de la sensibilisation, mais aussi du plaidoyer, etc. Et pour les écoles, est-ce que c'est des écoles qui vous contactent? Comment ça fonctionne? C'est vous qui proposez? Il y a de tout. Nous, en général, on envoie aux écoles les propositions de type pédagogique et de type d'action qu'on peut faire, parce qu'on a aussi deux nouvelles actions qui vont arriver dans les écoles. Une pièce de théâtre immersive dans les écoles de la ville de Bruxelles. Ok. Et un cahier C'est vous pédagogique. qui jouez aussi? Non, on ne joue pas, Dieu Vous merci. faites vraiment tout. Non, on ne joue pas. C'est des acteurs pros d'une compagnie qui s'appelle Ébullition. On a, sur leur impulsion, on a vraiment travaillé sur un projet d'écriture de pièces de théâtre d'une 20aine de minutes. Ce qui fait qu'en classe, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a 20 minutes de pièces de théâtre et puis 30 minutes de débat. Donc, il y a ça qui est possible aussi avec les écoles. Et on est en train de créer un carnet pédagogique pour les enfants. Une espèce de cahier ludique pour en apprendre plus sur les enfants soldats. Voilà, on a plein de projets. En fait, on va un peu au gré de nos envies, quoi. Donc en gros, chaque personne de l'équipe peut proposer Oui, on a truc, procéduré, je sais pas comment on dit. on a créé une procédure. On a créé une procédure à ce sujet parce que en fait, on se rendait compte que tout le monde disait « Oh, je veux faire ça. Oh oui, génial !» Et donc, on s'emballait toujours dans plein de trucs. Et donc, on a fait une procédure pour essayer de rendre ça plus rationnel. Ouais. Toi qui vois tous ces malheurs et tout ça, est-ce que ça t'aide à relativiser les problèmes qu'on a en Belgique ou pas? Oui, mais je sais pas trop s'il faut le faire. Oui, moi j'ai souvent tendance, et ça énerve tout le monde, à dire oui, enfin bon, ça va, c'est pas si grave. Et en fait, ça agace les gens. C'est énervant pour Ouais, les gens. c'est super chiant. C'est super chiant et c'est vrai que ça n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Oui, et alors bien sûr, mais même moi, Ouais, ça aide à être moins stressé, à moins... non. Moi, je sais que par exemple, ma collègue au bureau, je lui disais toujours oui, mais au pire, personne va mourir, quoi. Mais ça l'énervait. Ah ouais, Alors ouais. que si tu penses comme ça, c'est moins stressant. Ça t'y arrive. Après, elle, je la stressais plus qu'avant, mais... Je sais pas si c'est moins Non. stressant. Ouais, parce que du coup, tu vois tous les petits trucs où tu crois que c'est vraiment grave, bah tu te dis en fait, Oui, mais t'emmerdes pas moins. je sais pas, moi, je sais pas, alors peut-être ma personnalité, mais Toi, oui, t'arrives vraiment à te dire, ouah, ça n'a pas aucune Oui. importance. la plupart des choses, oui. Moi, quand ça m'emmerde, ça m'emmerde. C'est pas que ça va tuer quelqu'un, bien sûr, mais... Et donc, je réfléchis à ce truc toujours. J'ai un exemple. Il est vraiment stupide. Tous les jours, j'avais parce qu'en janvier, la guerre a vraiment rééclaté au Congo. Le M23 a pris Goma, a pris Bukavu. Mes collègues étaient vraiment dans une situation pas possible. On n'arrivait plus à envoyer d'argent, donc on n'avait plus de quoi nourrir les enfants. Enfin, vraiment un truc tragique, quoi. Ça tirait dans les rues, nos collègues osaient plus sortir, des militaires avaient fui, avaient laissé leurs armes et des enfants avaient pris les armes et tiraient dans la rue. Enfin, on avait des images atroces tous les jours. Et bon, voilà, moi, ça m'avait beaucoup émue et je pleurais beaucoup parce que en fait, je me sentais impuissante, j'arrivais pas à envoyer d'argent, je savais pas y aller, c'était trop dangereux. Et puis, je me casse la cheville. Bah, ça m'a pas moins fait chier de me casser la cheville, quoi. Honnêtement, j'étais vraiment très emmerdée. Et alors, chaque fois, je regardais mon pied, j'étais dans le plâtre et je me disais, mais ça n'a aucune importance. Et surtout, je n'osais jamais dire, parce que mon collègue me disait, et tu crois que si on passe par Western Union et que tu vas à Western Union et que tu déposes de l'argent, moi, peut-être, je peux passer la frontière pour le Congo-Rwanda pour aller chercher de l'argent, etc. Peut-être. Ah, ok. Et en fait, moi, je disais, mais je sais pas aller à Western Union, je sais pas y aller, ou alors je vais y aller en béquille. Mais j'allais pas lui dire ça. J'allais pas lui dire, je ne sais pas aller à Western Union en béquille, alors que lui, il allait traverser la frontière avec le Rwanda, quoi. Donc, Mais ça te faisait quand même chier, quoi. mais ça me faisait quand même vraiment chier. Voilà. Mais je crois que je n'ai jamais dit que j'avais le pied cassé.
J'ai jamais osé. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais osé. Je trouvais ça tellement ridicule que... Est-ce que tu peux nous dire, pour clôturer, c'est quoi, genre, la chose la plus dure ou la chose la plus belle que tu as vue dans tes missions Je te envie d'en parler, hein, parce que peut-être La chose la plus dure, franchement, j'ai pas tellement envie de vous raconter parce que... c'est vraiment trash. Ouais, Ouais. c'est... La plus belle alors? Elle est tellement cliché que je suis un peu gênée. Pourquoi? Tu veux qu'on la Parce que coupe? c'est super... Raconte et puis je te dirai. Non, mais c'est tellement cliché que c'est naze, mais... on rencontrait des femmes, elle a vraiment traversé des trucs... C'était en Ouganda. C'est peut-être pas le plus beau, mais voilà, c'est ce qui me vient en tête pour l'instant. Et elles nous racontaient leur vie et franchement, elles avaient été épargnées de rien, quoi. Elles avaient tout subi, viol, HIV, c'était vraiment la totale, quoi. Et puis, on pleure tous ensemble. C'était un vrai moment tragique. Et puis après, on sort de la salle et moi, je ne comprends pas ce qu'elles se disent, mais il y en a une qui fait une blague à l'autre et elles éclatent de rire. Et alors, je crois que c'était aussi une façon de passer à autre chose et de te dire, bon, ça va, on vous a raconté l'histoire, maintenant, on va reprendre nos vies. Et je les voyais marcher comme ça, côte à côte. Je raconte, j'ai de nouveau les frissons. Je les vois marcher côte à côte et rire et se taper sur le bras, se plier en deux. Et en fait, je me suis dit, mais l'être humain, il est quand même... C'est ouf, ouais. C'est incroyable, quoi. Elles nous ont raconté des histoires, mais qu'on souhaiterait pas à nos pires ennemis, quoi. Et 5 minutes après, elles riaient comme deux baleines. C'est dingue, j'arrive à rigoler de ça. Et vraiment, ce rire comme ça qui explose dans la pièce, c'était... Ouais, je me suis dit quand même que C'est beau, hein. C'est beau, la résilience, quoi. Comme quoi, on peut rire de tout. Hein. Voilà, on a répondu à la question. La question sans fin. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on doit savoir que tu as partagé sur l'association, sur l'association? Qu'est-ce que je voudrais que vous sachiez Non, j'ai envie de dire... et c'est pas mon association qu'il faut soutenir spécifiquement. Enfin, si la cause te touche, vous touche, voilà, soutenez-nous, évidemment, avec grand plaisir. Mais je pense que ça fait du bien, quoi, de soutenir quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, au-delà de l'aspect financier, quoi. Mais c'est surtout très concret. Ouais, c'est un projet de... je sais pas. Je suis obsédée par cette idée de projet de société. Je trouve qu'on n'est pas toujours beaucoup dans le collectif en ce moment et c'est un peu déprimant. Et je pense que ce serait plus chouette si... On ne doit pas être tous dans le même collectif, mais je sais pas, il y a comme pas de projet de société comme ça pour l'instant. Et... Oui, c'est très dans l'individualisme de plus en plus. Même. Ouais, je trouve ça déprimant en fait. Et c'est gay pour personne, quoi. Je peux pas imaginer que c'est gay pour quelqu'un d'être comme ça. Donc ouais, soutenez des associations. Il y en a plein qui font de tout, de l'environnement, des animaux, de la recherche médicale. Voilà, il faut aller vers ce qui nous touche. Il y a beaucoup d'enfants qui sont émus par la cause des enfants ou par les problèmes liés à la guerre. Je suis quand même assez rassurée de voir qu'il y a quand même un petit peu de mobilisation pour Gaza, par exemple. Mais voilà, il faudrait que ce soit plus récurrent, quoi. Et qu'on se laisse pas endormir par les choses moches, quoi. Parce que j'ai l'impression on a tellement l'habitude de voir la guerre, de voir la souffrance, que en fait, on la regarde sans la regarder, on s'habitue, on n'est plus révolté, quoi. Et l'autre jour, j'étais dans la rue et il y a un monsieur qui faisait la manche et il a fait peur à ma fille. Et elle était fâchée, en fait, parce qu'il lui a fait peur. Et j'ai dit, ouais, mais c'est vrai que c'est dur, en fait, de regarder la pauvreté, quelqu'un qui sent pas bon, quelqu'un qui est pas propre. C'est super dur, surtout quand on a 10 ans, quoi. Et j'ai dit, ne l'ignore pas, en fait. C'est le pire que tu puisses lui faire. Oui. Tu peux refuser de lui donner de l'argent si t'en as pas, si t'as pas envie. Mais tu peux pas ne pas regarder l'autre, quoi. C'est pas possible. Tu lui dis bonjour s'il te dit bonjour. Tu lui dis je m'excuse, j'ai pas d'argent à vous donner aujourd'hui. Ou voilà. Mais voilà. Pas.
Ouais, c'est une personne, quoi. Et c'est pas facile, mais c'est pas facile de regarder des jeunes filles qui se sont fait violer. C'est pas facile de regarder des enfants qui ont dû commettre des crimes ou qui sont victimes de crimes. C'est pas facile, mais faut le regarder en face parce que sinon, c'est vraiment encore plus déshumanisant, quoi. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut du coup soutenir comment on peut soutenir l'association? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a... Ouais. Il y a un site, c'est www.wapainternational.org. On peut soutenir, si on est sportif, il y a plein d'événements sportifs auxquels on peut s'associer. On peut retrouver tout ça sur le site? Oui. Le foot, on a compris. Le paddle. foot, le running à la ferme Bertinchamp, nous suivre et voilà, on aura probablement un spectacle d'humour en novembre qu'on est en train d'organiser. Enfin voilà, on fait plein de choses, donc il s'agit pas juste de faire des dons, on peut fonctionner autrement, on peut juste participer à des événements et c'est cool pour nous, c'est cool pour tout le monde. Je confirme. En tout cas, de ce que je connais, le tournoi de foot, il est vraiment chouette, il y a une bonne ambiance. Ouais, on essaie. Et on boit des verres. Et faire des dons, impliquer les entreprises, ça c'est toujours bien. Impliquer son entreprise, voilà. Il y a plein de manières. Aussi les réseaux sociaux, tout ça? Oui, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. On n'est pas sur TikTok, malgré que je reçois beaucoup d'appels du pied pour être sur TikTok. Mais comme je suis trop vieille, je ne comprends pas ce que je dois y faire. Ça viendra. Ouais, sans doute. Nickel. Écoute, la dernière question du podcast, est-ce que tu sais qui je pourrais inviter dans le podcast, et quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui et me dire aussi sur quel sujet je pourrais le confronter ou lui poser des questions. À propos de quel sujet? C'est emmerdant parce que j'ai deux personnes en tête. Alors, je pense à... En fait, il y en a plein, mais là, maintenant, à la seconde, il y a deux personnes qui me viennent en tête. Il y a Camille Blin, qui est agente pour des autrices et des illustratrices, avec une vision un peu féministe. Ok. Et je la trouve intéressante. Camille Blin, B-L-I-N. Et alors, on a été accompagnés longtemps par un bureau d'accompagnement qui s'appelle Boost Us. Et c'est Olivier Auglusten. Et il a un parcours assez intéressant, je pense. Il a travaillé, je crois qu'il a été associé à la création de 24h01. Il accompagne les organisations dans leur changement, dans les mutations. Je pense qu'il a des choses... Mais les mutations, en fait, dans notre secteur, on est toujours amené à devoir changer parce qu'on va recevoir moins d'argent, parce qu'il faut se former davantage en ceci, en cela, etc. Parce qu'on doit fusionner, parce qu'on est trop petit, parce que, on doit réorienter nos activités. Enfin, on est constamment en changement. Et lui, il aide les organisations à... Ok, trop bien. Voilà, c'est quand même assez intéressant, mais je suis sûre que j'ai plein d'autres... Je me doute, mais c'est pour ça que je pose la question un peu dépourvue, comme ça, c'est les premiers noms qui te... c'est peut-être Camille aussi, parce que je viens de recevoir un mail de sa part. Voilà. Mais, elle a bien fait de t'envoyer. Elle a bien fait de m'envoyer un mail juste avant. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Il y a... on a la question d'Alexis, ou les questions même. La question du caméraman. J'en ai deux. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour rester motivé malgré le fait que, comme tu dis, qu'il n'y a pas de reconnaissance, que c'est une petite équipe, qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, etc. Tu me chopes pas au meilleur moment de ma motivation. Non, je trouve que ça doit pouvoir se dire aussi. Pour l'instant, je suis un peu en déficit de motivation, mais c'est pas sur le contenu de mon travail. C'est vraiment sur... En fait, ce que je disais juste avant, cette adaptation constante, quoi. Parfois, on a l'impression de devoir plus se bouger les fesses administrativement que sur le terrain, quoi. Et ça, pour l'instant, ça me plombe. J'en ai un peu marre. Et donc, qu'est-ce qui te fait garder le cap? Avoir mes collègues sur le terrain au téléphone. Ok, c'est le concret. Et mes collègues qui... il y en a toujours... pas mal qui gardent le cap, et donc ça permet
Chacun est démotivé. Ouais, on a des son cycles tour. différents, quoi. Donc, il y en a toujours bien un pour une pour remonter l'autre. Donc, C'est ça, beau. c'est cool. Ouais. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu as appris au contact des enfants que tu as rencontrés, en particulier des choses que tu apprends via le contact avec les enfants, justement, via les enfants, leur façon de voir aussi peut-être les choses ou... Il y a quelque chose qui me vient, mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est la notion du rêve. Quand, je sais pas, nous on était petits, enfin moi je voulais être danseuse, et puis pilote de ligne, et puis je sais pas quoi, grand reporter de guerre, enfin voilà, mais des trucs quand même assez prestigieux. Et en fait, je rencontre des enfants, et c'est terrible, qui rêvent pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment d'exemple, quoi. Bon, les gamins que je croise, ils n'ont pas vraiment la télé ou accès, je sais pas, à des séries de télé. Et donc, ils savent pas se projeter, quoi. Et moi, très naturellement, un peu comme une idiote, je disais, ah, mais quand tu seras grand, tu voudras devenir quoi? Bah, à part ce que son père était, il ne savait pas me répondre, quoi. Ça, j'étais assez surprise. Mais bon, c'est pas très positif. Et en Colombie, c'était... et toi, est-ce que tu es orpheline? Est-ce que tu es veuve? Est-ce que tu es... Bah non, en fait, je suis mariée, mon mari va bien, je suis pas orpheline. Et en fait, ils ne se définissent que par la guerre, quoi. Que par les proches qu'ils ont perdus. Et ça, je trouvais hyper violent. Hyper violent. Et tu vois, nous on disait, on se définit par notre travail, bah, c'est notre manière de se définir. Ouais, par les proches qu'ils ont perdus, C'est quoi. dingue. Bah, ce que j'apprends, ouais, c'est quand même toujours, bah, c'est aussi très bateau, mais c'est quand même toujours vraiment cette résilience, quoi. Que c'est une thématique mondiale, mais que évidemment il y a toujours des spécificités culturelles, géographiques très différentes. Que les femmes, elles paient toujours prix fort. Ça, c'est terrible. Je sais pas c'est quoi cette histoire, en fait. Je trouve que les filles, elles payent toujours beaucoup plus cher que qui que ce soit. Ouais. Je sais pas si c'est à ça que tu t'attendais. Ah bon, totalement. Ah, ok. Eh ben, part sur une note joyeuse. Ouais, pardon. Ouais, je suis rarement sur une note joyeuse Oui, quand je je vais parle de mon travail. Allez, super. Bah, merci beaucoup. en tout cas. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté Bonne Question Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour essayer de comprendre un nouveau sujet passionnant. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads, LinkedIn, ce que vous voulez. À bientôt, big bisous les amis.